toutes et à tous, bienvenue dans Vis-à-vis. Merci de nous rejoindre aujourd'hui sur le plateau de Solidarité. L'année 2008 s'est ouverte avec la mise en application de la loi Dallot qui institue le droit au logement opposable, avec la mise en place de mesures institutionnelles et financières destinées à faciliter l'accès au logement pour tous. C'est sans doute l'occasion de rétablir des conditions d'habitat ou d'hébergement dignes et salubres pour l'ensemble des Français, notamment pour les plus fragiles d'entre nous. Mais relever le défi du logement, pour citer l'expression de notre ministre, eh bien c'est aussi coupler cet engagement avec des actions, bien sûr, en faveur des quartiers défavorisés et de leurs habitants au sein des grandes villes ou à la périphérie, dans les banlieues dites sensibles. Enfin, relever le défi du logement et de la banlieue, c'est aussi repenser la logique de la ville, la revitaliser, la redynamiser sur les plans économiques, social et architecturale. Un toit pour tous, la ville pour tous, tel est le thème que j'ai choisi d'aborder pour vous aujourd'hui dans Solidarité en compagnie de Madame Christine Boutin, ministre du Logement et de la Ville. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, nous sommes très honorés de vous recevoir. Vous êtes là un peu pour nous livrer peut-être quelques-unes des clés de votre politique de la ville, du logement pour 2008, et déjà dans le cadre de l'actualité de ces derniers jours, de ces dernières semaines, mais finalement une actualité qui est riche tout au long de l'année parce que nous allons voir que le logement, c'est une des préoccupations majeures des Français, voilà, qui a vraiment beaucoup d'importance dans leur vie de tous les jours, aussi beaucoup de conséquences. Merci d'être avec nous, Madame le Ministre. Madame Françoise Gris, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Manpower France, vice-présidente de la fondation Agir contre l'exclusion. Donc Manpower figure parmi les clubs d'entreprises constitutifs du réseau de cette fondation. Vous êtes engagée donc dans la promotion d'égalité des chances et Manpower se donne pour mission, je vous cite, l'accès au travail à tous les individus sans distinction de sexe, d'âge, d'origine ou d'adresse. Très important cette fameuse adresse. En 2006, Manpower a lancé aux côtés de la fondation Agir contre l'exclusion les Job Academy. Présente aujourd'hui dans plusieurs grandes villes de France pour favoriser l'accès à l'emploi des candidats, des jeunes qualifiés issus des zones sensibles, urbaines sensibles, les US, voilà. Et bien sûr, Christine Boutin était avec vous au cœur de cette mission. Elle était avec vous en novembre, je crois, pour absolument, au nord de Marseille, et nous avons rencontré des jobbers ensemble, et je crois que c'était un moment d'émotion. Oui, très émotionnel. Oui, c'était magnifique. Ce qui était surtout magnifique, c'était le sourire de ces jeunes. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ces jobbers là, voilà, ils retrouvaient l'espérance, ils retrouvaient un sens à leur vie, et voilà. Et on avait été les chercher un par un en fait. Absolument, et on les accompagnait un par un, et enfin ils trouvaient quelque chose pour les aider, et un fil d'Ariane dans cette difficulté à trouver un emploi. Et puis alors présent dans déjà 9 ou 10 grandes villes. Alors nous avons 10 Job Academy en France, un petit peu partout sur le territoire, avec aujourd'hui 500 jeunes qui sont sur le chemin de trouver un emploi durable, et à peu près l'objectif est d'avoir 1200 de ces jeunes, et c'est intéressant de voir au travers de leur expérience toutes les barrières qu'ils ont à franchir, sachant qu'ils sont vraiment victimes de toutes les discriminations, les plus stupides d'ailleurs en général, l'adresse tout simplement. C'est pour ça qu'on insiste là-dessus, parce que c'est un mot très très fort en fait. Merci de votre présence, Madame Gris. Monsieur Robert Rochefort, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du CREDOC, donc le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, vice-président de la Commission nationale des comptes et du commerce, membre du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre, administrateur de la Croix-Rouge française. Je les ai tous dit. Les principaux. Voilà, les principaux. Vous avez été missionné par Madame Boutin pour étudier la meilleure place à donner au commerce, petits et moyens, et surtout dans les villes, et les outils nécessaires pour y parvenir. C'est les balbutiements, la copie n'est pas encore remise. Vous nous parlerez un petit peu de la direction. Je laisse à Madame Boutin tout de même la primeur de ce que je vais lui dire dans quelques semaines. Non, ce qui est incontestable, c'est que, vous savez, dans l'histoire de nos sociétés, le commerce a fait la ville, le commerce était intégré dans la ville. Et puis on a eu probablement une fausse utopie pendant le milieu du XXe siècle, où on a cru qu'on pouvait, dans ce qu'on appelait un peu une logique fonctionnaliste, on pouvait mettre les logements quelque part, les commerces ailleurs, les endroits où on travaille à un troisième endroit. Et je pense que l'on est maintenant à peu près tous d'accord pour reconnaître que c'est évidemment une erreur absolue. Et puis ça s'est prolongé après, dans les années 70, et là tous les Français, tous nos téléspectateurs le savent, par cette idée de mettre des sortes de cubes à la sortie des villes où on aligne des boutiques dans lesquelles d'ailleurs on ne peut se rendre qu'avec une voiture, etc. Et où il n'y a pas d'âme. Et
il est évident qu'aujourd'hui, pour aller vite, les Français n'en veulent plus de cette façon-là de concevoir les choses. Merci de votre présence aujourd'hui. Alors pour commencer cette émission, je vous propose un document tourné, réalisé à l'initiative du ministère du Logement et de la Ville. Il s'agit du lancement du plan Grand Froid. C'était en décembre dernier, 2007. Madame le ministre, vous vous êtes déplacée en de nombreux endroits auprès des personnes en situation de difficulté extrême, évidemment lorsque vient l'hiver. La question de la précarité des personnes sans abri incombe également à votre ministère, on ne le sait pas toujours. Vous vous consacrez d'ailleurs à la lutte contre la misère depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire tout le temps de votre engagement politique. Absolument, c'est le moteur. C'est le moteur de mon activité, de mon engagement politique, la fragilité, le plus petit, le plus précaire. Mais au-delà justement de la raison de ces actions de la fin décembre, de votre présence sur le terrain, vous voulez montrer combien justement vous êtes une personne de terrain, on va dire de proximité même, à quel point vous envisagez votre mission sous le sceau du contact, de la rencontre avec les gens, c'est très important. Donc écoute de vos concitoyens, ça sous-tend un petit peu toute votre action, toute votre philosophie d'ailleurs. Je pense que toute rencontre est par nature une richesse et un enrichissement. Et vous savez, en particulier les plus fragiles, mais c'est aussi vrai pour les handicapés, on se rend compte que les plus fragiles ont beaucoup de choses à nous dire, parce qu'ils ont un regard sur la vie qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus vrai que nous qui sommes un peu embués dans toutes nos contradictions, nos informations, etc. Non, le fragile a beaucoup à nous dire, vraiment. On vous regarde et on vous écoute. Il faut vérifier par soi-même la mise en œuvre du plan Grand Froid déclenché ce jour-là. Déplacement à Lille pour Christine Boutin. La température a chuté, il fait -4 degrés. Le ministre va évaluer le bon déroulement du dispositif d'urgence et rencontrer des sans-abri. Et toi, tu es de quelle origine? Russie. Et vous? Je suis un Algérien. Vous êtes un Algérien? Oui. Oui, vous êtes en France depuis combien de temps? Ça fait 3 mois. 3 mois. 3 mois, vous cherchez du travail? Vous avez du travail ou pas? Il faut savoir que ces familles, ce soir-là, celles-ci, elles vont dormir, elles vont être abritées. Et c'est vrai qu'il y en a certaines qui n'auront peut-être pas de place ce soir. Et la grande difficulté, c'est de pouvoir bien repérer toutes les personnes, surtout quand il commence à faire froid, ce qui est le cas ce soir, c'est le niveau 2, savoir si vraiment on n'a pas oublié quelqu'un. C'est bien. Bon, allez, venez, on va vous emmener. Allez, venez, on y va. Allez-y les jeunes, là. Allez-y. Arrivé au Secours populaire. Dans le département du Nord, 446 places d'hébergement hivernal ont été créées. Ce soir-là, le niveau 2 du plan est activé. 75 lits supplémentaires sont disponibles. Qui est-ce qui va prendre en charge ces familles-là ce soir? Aujourd'hui, elles sont ici, elles vont loger là. Elles vont loger là. Demain, donc elles vont dormir là? Oui, hein, il y a des choses qui sont préparées. Là. On a fait ça dans l'urgence aussi. Oui, voilà. Une personne, assistante sociale, qui travaille à 115, non fatiguée toujours, non. Et elle est toujours gentille, toujours bien. Merci, ouais. Je leur dirai. C'est toujours. Reposez-vous bien, dormez bien. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Ça vous émeut de voir ça? Ça vous révolte? Oui, c'est partagé. Vous savez, il faut faire attention à ne pas tomber dans la sensiblerie, qui serait ridicule. Mais d'un autre côté, moi je suis émerveillée aussi de voir toute la mobilisation, la synergie de tout un tas d'acteurs pour répondre à ces difficultés particulières. Et si je suis satisfait et content de votre visite ce soir, ce qui montre l'intérêt de l'État pour les situations des personnes, les situations difficiles des personnes à la rue, je souhaiterais savoir un peu comment vous envisagez de pouvoir répondre, de nous aider, de nous donner les moyens de pouvoir répondre à la demande d'hébergement et au refus de demande d'hébergement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes des engagements qui avaient été pris en début d'année sur le plan budgétaire pour l'hébergement, ce qui n'est pas du tout la même chose pour le logement. En ce qui concerne l'hébergement, nous avons une réponse qui correspond aux engagements initiaux. Est-ce qu'ils sont suffisants? Sans doute pas. Retour à Paris, il est déjà 22h27. Le marathon de Christine Boutin continue. 3 lieux seront visités. La Croix-Rouge, un centre Emmaüs et là encore le 115, où elle est accueillie par Xavier Emmanueli, le fondateur du SAMU social.
On renforce les équipes des permanenciers, donc qui répondent au téléphone. On fonctionne en 3 pôles, un pôle généraliste, un pôle famille et puis un pôle infirmier. Le problème est aussi de faire venir les sans-abri. C'est très difficile parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tellement l'habitude de vivre dans la rue et qui ne veulent pas être en promiscuité. Ces gens-là préfèrent rester sur une bouche de chaleur, parfois quand il fait moins 4, moins 5 degrés, pour ne pas aller dans un centre, pour ne pas se retrouver avec d'autres personnes. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonsoir, madame. Très bien. On peut voir, jauger le degré d'humanité d'une société au sort qu'elle réserve à ses plus fragiles. Et donc, d'une certaine façon, vous êtes des hommes et des femmes qui incarnez cette dimension d'humanité de notre pays. Donc, voilà, je voulais vous dire. Merci. Alors, racontez-moi un peu comment vous travaillez, vous. Si je viens là ce soir, c'est vraiment pour vous dire toute ma reconnaissance. Franchement, profondément, toute ma reconnaissance. Parce que, voilà, les mots sont pauvres par rapport à tout ce que je ressens. Et vraiment, je vous le dis du fond du cœur. Reconnaissance à vous, reconnaissance aux services de l'État qui font aussi un travail fantastique, toutes les associations. Et vous, là, qui chaque jour, avec votre bonnet sur la tête, là, vous, votre machin, là, vos belles chaussures, personne ne vous voit et vous faites un travail formidable. Voilà. Donc, moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Je suis ministre et je viens de vous dire simplement merci. Merci. On va vous faire rentrer ah oui, un oui, petit je veux peu. bien, oui. Alors vous êtes chargé? Oui, parce que les travaux n'étaient pas prêts. D'ailleurs, la durée, on ne la sait pas encore de manière... Petit café, madame la ministre. Ah, je veux bien. Voilà. Ah, ouais, je veux bien un petit café, c'est vous, frère, un petit café, je veux bien. Bah, merci. Vous voulez du sucre? Non. Pas de sucre, non. À moins qu'il soit très fort. S'il est très serré... Sinon, je rajoute un peu d'eau, de lait. Attendez, je vois. Bien, écoutez, merci infiniment. Il est quelle heure? 2h30. On ne regarde pas. Il est temps d'aller se coucher. Non. Madame la ministre, c'est un beau sujet. Alors, la question qu'on se pose, c'est d'où vous vient quand même cette force, cette énergie qui vous vaut le respect parce qu'on connaît votre sincérité, votre générosité, mais aussi parfois, il y a eu des gens n'ont pas forcément compris vos prises de position parce que, comme vous le dites vous-même, vous mâchez pas vos mots, vous êtes quelqu'un d'entier, voilà, ça vient d'où? Parce que c'est pas forcément donné à tout le monde d'aller comme ça sur le terrain et de le faire vibrer intérieurement. Vous savez, je crois que chaque personne a son moteur. Moi, je vous le dis, ce qui m'anime, d'abord, c'est, comment dirais-je, c'est le profond respect que j'ai vis-à-vis de toute personne humaine. Je crois que l'on sait mon engagement personnel spirituel. Et pour moi, toute personne, quel que soit son état de santé, sa race, sa religion, porte une part de l'image de Dieu et donc mérite le respect. Même mon pire ennemi mérite le respect. Et naturellement, celui qui me touche le plus, c'est pas le plus riche, c'est pas le plus fort, c'est le plus fragile. Parce que dans cette fragilité s'exprime l'infini de Dieu aussi. Donc pour moi, c'est le cœur de mon engagement. Maintenant, d'autres personnes ont d'autres moteurs. Moi, c'est ça. Oui, puis vous le dites très sincèrement. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours vu votre attitude était totalement compatible avec le principe de laïcité. Enfin voilà, c'est ça qui est peut-être aussi le cœur de cette force. Merci de m'en donner l'occasion. Vous savez, je suis une militante de l'article 1 de la Constitution française. L'article 1 de la Constitution française rappelle que la France est une république laïque et qu'elle accepte toutes les croyances et toutes les religions. Et donc voilà, et c'est donc cette dimension, je trouve que la France, et j'avais l'occasion de le dire tout à l'heure à un journaliste, je trouve que la France est parfaitement intégrée, comment dirais-je, pas intégrée, mais identifiée dans cet article premier de la Constitution, car c'est un pays qui accepte tout le monde, voilà. Celui qui croit en Dieu, celui qui n'y croit pas, et quelles que soient les formes de cette croyance. Cette dimension d'acceptation de l'autre dans sa différence est, me semble, la marque première de la France et de sa dignité. Donc voilà. Alors, on va commencer avec
Un toit pour tous, le logement, l'hébergement. La grande impulsion donc, pour ce qui concerne ce problème en ce début d'année, c'est la mise en application de la loi Dallot qui institue le droit au logement opposable. Je rappelle ce que c'est. C'est un droit qui permet à tout citoyen de faire condamner par la justice toute autorité publique justement qui n'aurait pas respecté la loi en matière de logement. Pourquoi, Madame la Ministre, à partir du 1er décembre à partir 2008, voilà. Oui. Mais elle est entrée en vigueur à partir... Oui, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Oui. Le droit au logement opposable a prévu qu'au 1er janvier 2008, il y aurait des commissions de médiation qui examineraient les demandes de logement de 6 catégories prioritaires. Une fois que le dossier a été classé prioritaire, le préfet doit trouver un logement. Et s'il n'y a pas de logement, à partir du 1er décembre 2008, cette personne peut se retourner contre l'État devant la justice et faire condamner l'État qui a obligation de loger les personnes. Alors pourquoi finalement il fallait en passer par là, d'une certaine façon, pour garantir la bonne mise en application, le bon suivi des lois, à commencer par l'État lui-même? C'est un petit côté contraignant, coercitif, et on se dit c'est pourtant ce qui a été mis en avant en ces débuts d'année, qu'il fallait en passer par là pour le droit au logement pour tous. Écoutez, personnellement je suis convaincue que pour que l'homme soit debout, il y a 2 valeurs fondamentales. Le travail, qui a été remis à la mode par le président de la République, et le logement. Et moi je dirais presque le logement et le travail, car il est très difficile de pouvoir s'intégrer dans la société si on n'a pas de logement. Or j'ai été pendant 21 ans députée. J'ai vu la droite, j'ai vu la gauche au pouvoir, et je ne fais pas de procès d'intention vis-à-vis de quiconque, mais les uns et les autres, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait pour répondre à la demande de logement de notre pays. Et je me suis dit, mais pourquoi? Et voyant que nous n'arrivions pas à le faire, et à la suite de cet intérêt pour le plus fragile, le travail que j'ai pu faire avec les associations, elles-mêmes, elles ont conçu le droit au logement opposable. Et devant cette inefficacité du politique, eh bien, en 2005, j'ai déposé une proposition de loi pour nous contraindre à répondre à ce scandale en France, 5e puissance mondiale, qui tolère que sur son territoire, tout le monde n'ait pas un logement. C'est pas possible. Après avoir laissé l'initiative et la liberté, moi je suis une femme d'initiative et de liberté, mais si vraiment c'est pas possible, il y a un moment où il faut que les choses changent, et donc il y a une autorité, et c'est le droit au logement opposable. Voilà. Et puis alors, ça va pas s'arrêter là, parce qu'on envisage un droit au logement opposable pour les gardes d'enfants, enfin ça va aller assez loin. C'est une posture, alors c'est pas pour tout de suite, mais ça veut quand même dire qu'aujourd'hui on ose pointer un peu les défaillances de l'État par rapport aux concitoyens. C'est-à-dire que je pense que quand le président de la République a proposé le droit au logement, enfin pas le droit au logement, mais le droit opposable pour la crèche, c'est qu'il pense qu'effectivement dans une société du 21e siècle où les femmes travaillent, tout le monde travaille, il faut que nous donnions l'environnement qui permette à tous de pouvoir travailler. Mais alors ça veut dire quand même que bien sûr ça s'accompagne d'une politique de fond sur justement l'accès au logement, hébergement. Alors c'est très multiforme, il y a bien sûr avoir un toit lorsqu'on est à la rue, c'est pouvoir accéder à la propriété, c'est pouvoir payer un loyer parce que les loyers sont très très chers. On verra avec M. Rochefort que c'est directement lié au problème du pouvoir d'achat, le problème du logement. Donc qu'est-ce qui va changer aussi à ce niveau-là? Si vous voulez, aujourd'hui, la situation est grave, elle est très grave en ce qui concerne le logement, car toute la chaîne du logement est embolisée. En général, quand on parle du ministre du Logement, on pensait ministre du Logement social. Eh bien moi, je suis du ministre du Logement tout court, parce que c'est toute la chaîne du logement qui est complètement gelée, et je suis le ministre du Logement de celui qui n'a pas de logement. Ça te semble évident, mais jusqu'à présent ça ne l'était pas, jusqu'à celui qui est très bien logé. Car celui qui est très bien logé, aujourd'hui, peut très bien, pour une raison familiale, professionnelle ou autre, se retrouver au départ et être concerné par le fait de ne pas avoir de logement. Or aujourd'hui, la chaîne du logement étant tellement embolisée qu'il n'y a plus aucun mouvement à l'intérieur de cette chaîne du logement. Quand vous êtes en logement, un SDF par exemple, qui rentre dans un hébergement d'urgence, eh bien, il ne peut pas aller en centre d'hébergement de réinsertion sociale, car c'est complètement gelé. Celui qui est en centre d'hébergement social ne peut pas aller dans le logement ordinaire, car il n'y a pas de logement ordinaire. Donc aujourd'hui, il faut absolument redonner de la mobilité. Et c'est une course contre le temps. Vous savez, je crois que le temps sera sans doute une des choses les plus difficiles à maîtriser dans ce 21e siècle. Et le ministre du Logement que je suis doit répondre à une urgence de loger, avec la difficulté qu'il faut du temps
pour construire. Donc il faut essayer d'être inventif pour créer toutes les conditions de la mobilité à l'intérieur de cette chaîne du logement. Robert Rochefort, alors dans quelle mesure justement cette question de l'accès au logement pour les Français est liée à celle du pouvoir d'achat, comme vous me l'avez dit très clairement en préparant cette émission? C'est évident. L'une des conséquences de ce blocage du logement, c'est la hausse des prix du logement. Tant pour ce qui est des propriétaires qui veulent acquérir, que évidemment pour l'ensemble des locataires. Et donc on a tous en tête ces chiffres faramineux. Alors selon si c'est 5 ans, 10 ans, c'est 80%, plus 100%. Enfin, les chiffres ont évidemment beaucoup augmenté. Et il faut voir que le logement, par ailleurs, est ce que l'on appelle maintenant dans notre jargon quelque chose qui est une dépense contrainte. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, je ne sais pas très bien, moi, votre entreprise qui a fait une mauvaise année et qui ne vous donne pas autant que ce que vous espériez en intéressement, vous pouvez toujours vous dire, tiens, je vais pas m'acheter de vêtements pendant la période des soldes. Et puis, vous en mourrez pas, pour être clair. Par contre, vous pouvez pas dire, je vais pas payer mon propriétaire. Donc vous êtes avec une charge fixe qui est absolument incontournable. Et il se trouve que quand on regarde, selon les niveaux de revenus, mais surtout selon les situations et les catégories de vie, parce que si vous voulez, nous avions une image du logement il y a encore peut-être 2 ou 3 décennies qui était plaquée sur les catégories socio-professionnelles, c'est-à-dire on regardait les ouvriers, on regardait les employés, puis on disait les cadres, tout va bien. C'est plus du tout ça aujourd'hui. Ce qui est, par exemple, quand Christine Boutin parlait du fait qu'on peut être très bien logé et puis que ça peut se passer très très mal, c'est des choses qu'on voit tous les jours, par exemple avec les ruptures familiales. Vous vous retrouvez dans une rupture familiale, vous avez un couple de cadres qui s'est endetté, on va dire, d'une façon raisonnable pour acquérir le pavillon de ses rêves. Ça veut dire que ce couple va dépenser 33% de son revenu pour rembourser. Et puis ce couple se sépare, la famille se casse. On se retrouve devant un système qui peut très très vite complètement se désarticuler parce qu'il faut évidemment de logements, il faut parfois revendre la maison dans des conditions financières qui sont épouvantables. On se retrouve avec souvent l'un des deux, les deux d'ailleurs ont des difficultés tant humaines que par rapport à l'accueil des enfants et tout ceci est extrêmement considérable. Mais je voudrais dire que par rapport au logement, par rapport au droit au logement opposable, finalement on peut philosophiquement se dire est-ce que l'État doit l'assistance ou est-ce que l'État doit mettre les gens en situation de responsabilité? Et ça, c'est une question de philosophie politique absolument majeure. Madame Boutin, vous dites qu'effectivement, toutes ces situations difficiles relèvent davantage quand même de la responsabilité collective que de la responsabilité individuelle. Ça, vous l'avez quand même énoncé. Mais il y a les deux. Vous voyez, par exemple, dans la crise du logement, il est évident, moi je me suis beaucoup posé la question de savoir pourquoi on en était arrivé là. Et je pense que dans les années 80, fin 80, début 90, l'INSEE s'est complètement plantée dans ses estimations. Elle n'a pas vu la vitalité démographique de la France. Elle n'a pas vu les nouvelles modes de vie, la décohabitation, qui naturellement, quand vous avez un logement, après il en faut 2. Donc ça augmente. Elle n'a pas vu le vieillissement de notre pays qui demande des logements adaptés. Et elle n'a pas vu aussi notre aspiration à avoir davantage d'espace. Dans un 30 mètres carrés, il y a, à cette période-là, on faisait 2 pièces. Aujourd'hui, si vous voulez bien, l'immigration, qui est un sujet qui était sous-estimé dans les besoins de logement derrière. Tout ça est arrivé à une situation mais épouvantable aujourd'hui parce que, et comme le politique à l'époque, ce qui était un petit peu moins vrai, je m'en réjouis personnellement, à l'époque, tout ce que disait l'expert était parole d'évangile, donc ça a été suivi sans esprit critique de la part des politiques qui ont eu leur part de responsabilité par rapport à cette analyse-là. Et aujourd'hui, bien nous sommes devant un mur. Mais le prix du logement, tout à l'heure vous posiez la question, naturellement tout ça a beaucoup monté, surtout dans 4 zones très tendues, la région Île-de-France qui concentre 50% des problèmes, le Nord, le Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes et PACA. Et là, étant donné qu'il n'y a pas de logement, naturellement, ça subit les lois du marché, l'immobilier a énormément augmenté. Alors je voudrais que nous arrêtions maintenant sur ce problème de la grande pauvreté, c'est le problème des sans-abri. Ce sont donc des maraudes qui viennent en aide à ces personnes tous les soirs, on en a vu tout à l'heure. Nous sommes allés donc suivre une maraude auprès d'une équipe de nuit du SAMU social de Paris. Il faut savoir qu'on le voit dans le reportage, c'est une structure associative, donc présidée par le docteur Xavier Manueli, et de nombreux centres sont gérés par la Croix-Rouge, Monsieur Rochefort. La Croix-Rouge française est le premier opérateur en France des SAMU sociaux, si on prend l'ensemble des départements, mais il faut saluer le travail de toutes les associations. C'est l'ensemble des associations
Absolument. Nous allons faire la connaissance de Pascaline, de Thomas et de Fred, qui sont des héros ordinaires, mais des personnes d'exception. C'est un reportage de Stéphane Possidalo et de Valérie Labonne. Il est 20h30 dans les locaux du SAMU social à Ivry. Les 9 équipes mobiles d'aide qui sillonnent Paris tout au long de la nuit viennent de recevoir leur dernière consigne avant le départ. Ce soir, Thomas infirmier, Pascaline travailleur social et Fred chauffeur composeront l'équipe de renfort prête à parcourir tous les arrondissements de Paris. Ces grands professionnels travaillent toujours dans l'urgence, parfois dans des conditions difficiles. Mais à force de tact et de délicatesse, ils arrivent à créer du lien avec ces personnes en situation d'extrême pauvreté. C'est le cas avec Jean-Michel, qui se trouve presque toutes les nuits du côté du 6e arrondissement. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Ça fait 1 an, depuis je suis revenu d'Allemagne. Je suis resté 1 an en Allemagne. Enfin, en Allemagne, c'est délicat. Parce que là-bas, pratiquement les Français, on n'en voit pas. On n'est pas aimé. Ouais. Moi, j'étais à Düsseldorf juste avant Berlin, mais c'est comment... les étrangers, on en voit beaucoup moins qu'en France, mais les Allemands, les Français, on n'en voit pratiquement pas. Après avoir recueilli une autre personne errante, l'équipe du SAMU arrive au centre d'hébergement d'urgence de Montrouge. Là-bas, les personnes n'y restent que pour une nuit. Placide Oussou, le coordinateur du centre, explique son fonctionnement. Tous les jours, hormis les inscriptions de jour, on a 80 places, donc hormis les inscriptions et les prolongations des concerts sociaux, on redonne les places au 115, on les réattribue. Donc on a une fourchette généralement qui va de 50 à 60, 65 places qu'on remet à disposition tous les jours. Généralement en inscription jour, etc., on est sur 20, 25 places généralement, et le reste qui est réparti dans les inscriptions de nuit et pour les cabines. Lorsqu'ils ne connaissent pas la personne, les membres de l'équipe mobile entrent en contact avec la personne en difficulté d'une manière bien précise. Prise de distance, position accroupie ou encore gestes et formules de politesse adéquates. Ces techniques d'approche permettent de protéger les intervenants et d'éviter ainsi au maximum les réactions violentes. Un peu plus tard, un particulier interpelle l'équipe du SAMU. Un homme assez âgé paraît déboussolé d'une extrême anxiété. L'infirmier lui dispense les premiers soins. En fait, ce monsieur est complètement désorienté, il ne sait pas quel jour on est, il ne sait pas qu'on est en hiver, il a un peu froid. Il donne une adresse, mais comme on ne sait pas, on va l'orienter sur le commissariat qui va faire des recherches en fait, pour pouvoir le ramener chez lui. Une prise de sang, en fait, on a vérifié ses constantes pour voir si elles étaient bonnes, parce que sinon ça aurait été plutôt les pompiers ou l'hôpital. Jusqu'à 5 h du matin, les équipes mobiles d'aide continueront sans relâche d'aller à la rencontre des personnes sans abri, en pleine détresse sociale, médicale ou psychologique. Sur le chemin du retour, au pied de la bibliothèque du centre Pompidou, on fait la rencontre d'Alexandre, 12 ans de rue. Déjà connu des équipes du SAMU, il se livre avec pudeur et en toute sincérité. Thomas, je l'ai connu il y a quelque temps, c'est un infirmier. J'ai expliqué mon vécu à la DAS, pourquoi j'avais été violé. Je déprime et je le cache. Et je déprime. Ça va pas et je fais comme si tout va bien. Parce que je m'apitoie pas, quoi. Néanmoins, Alexandre reste en colère. Quand vont-ils comprendre que, étant politicien, le mot politicien, c'est peuple à la base. C'est pas poche, c'est pas détruire, c'est bâtir. Madame le ministre, reportage dur, mais magnifique aussi lorsqu'on voit ces bénévoles qui s'investissent. On a le sentiment qu'ils rachètent peut-être un peu la part de citoyens qui est en nous, mais qu'on cache, qu'on n'exprime pas. Vous avez des gens comme ça qui le sont pour 10, quoi. Oui, vous avez raison de le dire comme ça, et je souhaiterais que nous ayons un petit peu plus conscience de cette réalité-là. Mais il faut dire que ces populations nous font peur aussi, parce qu'ils sont tellement différents de nous que nous ne savons pas comment les apprivoiser. Et donc, je tiens à remercier tous ces bénévoles qui, tous les jours, tous les soirs, sont là présents. Parce qu'on a vu des maraudes de nuit, mais il y en a aussi de jour. Et ils sont très connus. Entre eux, ils finissent par s'apprivoiser. Il y en a certains qui ne veulent jamais l'être. Quel peut être votre message d'espoir, parce qu'ensuite nous allons passer au problème de l'exclusion de la banlieue, mais en quelques mots pour tous ces gens qui ont besoin qui n'ont pas un toit convenable, tous ces gens qui sont encore à la rue, on sait que tout ne va pas se faire d'un coup, s'il faut quand même l'accepter aussi. Il y a une vraie attente des Français. Quel serait votre message d'espoir en ce début 2008 pour le problème du logement et de l'hébergement? Pour les exclus qui sont dehors,
je leur dis, si c'est votre volonté, nous nous engageons à faire que à la fin du quinquennat, votre problème n'existe plus. Maintenant, vous savez, en France, nous respectons beaucoup la liberté. Quand on va en Angleterre, par exemple, on dit, mais on ne voit pas de SDF, naturellement. En SDF, en Angleterre, il suffit de téléphoner à la police, on dit, il y a un clochard au bas de chez moi, et on les cache. On les prend, on les emmène dans le panier à salade, et on les cache. En France, c'est pas du tout ça. C'est du reste la fierté de la France, le respect de la liberté de chacun, la dignité de chacun. Ce que je souhaiterais, c'est que toutes les personnes qui ont envie d'être logées, soient logés. Voilà. Et puis peut-être peut se dire aussi que ceux qui n'ont peut-être pas envie aujourd'hui d'être logés auront peut-être espoir de l'être demain. Mais ça c'est tout le travail. Parce que on voit ce monsieur complètement désespéré, il n'ose même plus imaginer que la situation changera pour lui, alors que peut-être on pourrait lui donner cette idée-là. Mais c'est ce que font le travail de ces bénévoles. Ces bénévoles font un travail magnifique, parce que beaucoup, quand c'est la première rencontre, ne veulent entendre parler de rien, et petit à petit les choses se font. Et voilà, absolument. On se retrouve dans un instant après cette courte pause. Vous aider à être plus résistant cet hiver. Nous, sortir avec nos petits-enfants, on adore. Mais en hiver, on peut se sentir plus fragile. En hiver, les défenses naturelles sont mises à rude épreuve. Actimel peut les aider. Actimel participe à renforcer les défenses naturelles. Des études sur plus de 3000 personnes le prouvent. On se sent plus résistant. En hiver, aidez vos défenses naturelles avec Actimel. Plus besoin d'être un grand cuisinier pour préparer de beaux filets de thon. Et voilà, les filets de thon de Saupiquet, tout le plaisir du thon en filet. Le camembert de la semaine dernière, il va être costaud. Alors sachez, jeune fille, que grâce à son emballage micro-aéré, le nouveau camembert cloche saveur président se conserve parfaitement, sans odeur forte et garde son bon goût des premiers jours. Nouveau camembert cloche saveur président. On n'est pas bien là. Président, bien manger, c'est le début du bonheur. Voici de retour sur le plateau de Solidarité. Aujourd'hui, j'accueille Madame Christine Boutin, ministre du Logement et de la Ville, autour du thème Un toit pour tous, la ville pour tous, une actualité brûlante en ce début 2008. Alors Françoise Gris, le problème de la grande pauvreté et de l'exclusion sociale dont on vient de parler, c'est à envisager bien sûr aussi sous l'angle du travail, de l'accès à l'emploi, du maintien dans l'emploi. L'insertion par l'économique et la lutte contre les discriminations est l'objectif que poursuit la Fondation Agir pour l'exclusion dont vous êtes vice-présidente, mais c'est également, ça fait partie aussi intégrante de la responsabilité sociale de votre entreprise Manpower. Alors de quelle façon est-ce que vous prenez à corps ces très grands problèmes en fonction, je crois, des publics visés? Nous partons du principe qui est que l'emploi, le travail, c'est quand même aussi une grande recette connue depuis toujours pour revenir dans la société et acquérir une certaine liberté et une certaine insertion dans la société. On le sait depuis longtemps, moi je vois avec plaisir un retour très fort et on n'hésite plus à dire aujourd'hui que le travail c'est aussi une façon de réinsérer des personnes et des publics qui sont aujourd'hui loin de l'emploi ou discriminés. Alors, avec la Fondation FACE, nous sommes intéressés à une cause qui nous paraissait totalement inacceptable, c'est-à-dire des jeunes ou des personnes qualifiées qui, parce qu'elles étaient dans des banlieues, n'avaient pas accès à l'emploi. C'était, je dirais, le comble de l'absurdité, du scandale, c'est la mauvaise adresse, la mauvaise attitude, la mauvaise origine. Donc, des gens qualifiés qui n'ont pas accès à l'entreprise, et de l'autre côté de ce mur de discrimination, des entreprises qui, elles, recherchent des compétences. Et donc, tout le programme de Job Academy a eu pour objectif de casser une brèche
brèche, enfin d'ouvrir une brèche dans ce mur et d'amener des jeunes et des moins jeunes, qualifiés, donc relativement près du travail, à se connecter à l'entreprise et en travaillant sur l'accompagnement, sur la mise à l'emploi progressive, leur donner la capacité d'obtenir un travail de façon durable. Alors comment ça fonctionne? Vous allez à leur rencontre, je crois, on est vraiment dans un contact étroit avec ces jeunes. Oui, parce que la difficulté de tous ces programmes-là, c'est évidemment la première identification. Où sont ces jeunes qualifiés ou ces personnes qualifiées? Comment peut-on les accompagner? Ça commence par effectivement les identifier. Donc des associations de toute nature qui sont aujourd'hui dans des US, dans ces banlieues, nous identifient ces personnes et les amènent dans cette Job Academy où nous les prenons en charge avec un club d'entreprise qui va petit à petit leur expliquer ce qu'est l'entreprise et puis travailler sur leur comportement. Donc Manpower se trouvait assez logiquement dans cette démarche, parce que c'est notre métier, c'est quelque chose que nous faisons au quotidien pour des centaines de milliers de personnes, et il nous a paru tout à fait naturel de mettre à disposition de ces jeunes ce savoir-faire et de découvrir au passage beaucoup mieux les barrières qui se posaient. Parce qu'il y a des barrières du côté du jeune qui anticipent le rejet. Donc des comportements qui sont dans une spirale un peu négative. Absolument. Les jeunes pensent a priori qu'ils vont échouer. Je raconte souvent cette anecdote d'un jeune chaudronnier qui était jobber à Nantes. Chaudronnier, c'est une qualification extrêmement rare. Et en particulier dans la région de Nantes, il y a des industries qui recherchent ce type de qualification. Donc ce jeune avait été, et c'est assez rare, bien orienté. Il avait la bonne qualification. 2 ans de chômage. Pourquoi 2 ans de chômage quand on a la bonne qualification? Eh bien, il y avait très probablement de sa part l'anticipation du fait qu'il allait être rejeté. Il n'avait probablement pas su s'y prendre et il s'est retrouvé en mal de connexion. Donc il n'était évidemment pas très difficile, après avoir travaillé un peu sur son attitude, son comportement, que de l'amener à l'emploi. Mais c'est typique, et même si caricatural, de la difficulté de connexion de ces jeunes dans les banlieues. Alors tous ne sont pas aussi qualifiés ou prêts à rentrer dans l'emploi, mais nos expériences... Vous faites déjà la démarche de les identifier, ensuite cet accompagnement individualisé. Absolument. En quoi cette démarche est-elle novatrice, Madame la Ministre? Elle est novatrice dans la mesure où, effectivement, les entreprises vont dans ces quartiers que j'appelle fragiles, personnellement. Là, il y a une mobilité de l'extérieur vis-à-vis de ces quartiers particuliers. Moi, je crois vraiment à la mobilité entre les uns et les autres. Vous disiez, et j'ai été très frappée quand je suis allée à Marseille, du sourire de ces jeunes qui étaient les jeunes jobbers, mais il disait aussi, je crois que le bouche à oreille dans la cité joue beaucoup. C'est-à-dire quand il y en a un qui réussit, eh bien, il voit ses copains et indique l'existence de cette académie, enfin de cette fondation, et ça marche bien. Et ça, si vous voulez, c'est l'échange. C'est toujours essayer de faire tomber, j'aime bien votre mur, votre idée de mur, ce sont des frontières invisibles. On dit que dans l'économie, il y a la main invisible, mais dans la ville, il y a des murs invisibles. Et je crois même que notre politique, depuis des années et des années, avec les meilleures intentions du monde, en créant des zones, des zonages qui se sont superposés les uns par rapport aux autres, nous avons participé à la stigmatisation de ces quartiers. Et je pense qu'il faut absolument faire tomber, c'est la première urgence. Et je crois qu'il faut relier la périphérie au centre ancien. Et j'attends avec intérêt ce que va me dire M. Rochefort sur la place du commerce, parce que, si vous voulez, la ville, c'est quoi? Autrefois, c'était un ascenseur social. La ville, elle permettait de s'intégrer, de grandir et d'avoir des liens. Aujourd'hui, elle est devenue un repli sur soi, une crainte de l'autre, de celui qui n'habite pas son quartier. Il faut absolument tirer la ville vers le haut. Je pense que ce n'est pas obligatoirement une affaire d'argent, car quand on voit les milliards qui ont été déversés dans les communes, il ne s'agit pas de diminuer cet effort, de le maintenir, voire de l'augmenter, mais je pense que c'est une meilleure répartition. Et voyez-vous, si je peux bien m'exprimer là-dessus, c'est pas obligatoirement de l'argent. Quand vous avez dans une commune deux collèges, un collège dans les quartiers fragiles et un collège dans le quartier bourgeois, pourquoi ne pas mettre les options du quartier bourgeois dans les options du quartier fragile, pour obliger les jeunes des quartiers bourgeois à aller dans les quartiers fragiles et vice versa. Il y a quelques communes qui ont fait cet exemple-là. Pendant la première année, tout le monde se regarde en chien de faïence, mais quand on a envie vraiment de faire du chinois, eh bien on va dans le quartier fragile.
Et si on veut faire de la musique ou je ne sais quoi, on va dans le quartier bourgeois. Et les communes voient, et là vous voyez bien que c'est pas une question d'argent, c'est simplement une répartition différente. Justement, vous êtes rendu avec Fadela Amara à Voix-en-Velin, tout le monde le sait récemment, pour livrer en avant-première un peu les contours du plan banlieue qui sera annoncé par le président de la République le 8 février. Et justement, à cette occasion, vous avez évoqué les deux grands principes, je vous cite, autour desquels cette action d'envergure doit s'ériger, c'est le retour de la confiance, la valorisation de la rencontre. On est vraiment dans une dynamique liée à l'humain, peut-être plus qu'à la logique du territoire. C'est ça la gestion de la banlieue, c'est ce qui doit être en préambule de l'action. La banlieue, pour moi, et ses difficultés nous montrent ô combien les difficultés qui concernent l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, il faut rétablir la confiance sur l'ensemble des territoires. Nous sommes un peuple qui avons peur de tout. Notre moteur, c'est pas l'espérance, c'est pas l'énergie, c'est la crainte de l'autre. Donc c'est le repli. Et la deuxième difficulté, je crois que nous connaissons, alors bien sûr c'est exacerbé dans les quartiers fragiles, mais c'est aussi l'acceptation de l'autre dans sa différence. Considérer l'autre comme une richesse, mais non pas comme un ennemi. On est dans une situation, dans une société où notre moteur c'est la peur, donc c'est le repli, l'égoïsme, et la rencontre n'existe pas parce que l'autre est un ennemi. Il faut au contraire nous mettre tous ensemble. Et bien justement, on va regarder un reportage qui illustre à merveille tout ce que vous venez de dire, cette action aussi, cette force de l'action associative, il faut la saluer dans cette émission, on y est très attachés, dans ce combat de tous les jours, et l'esprit de solidarité qui se trouve dans tant de jeunes finalement qui n'ont pas peur eux d'aller à la rencontre de l'autre, de celui qui est différent. C'est un reportage réalisé à Argenteuil à la cité Champagne par Maud Chevalier et Julien Anceau. Heures à Argenteuil. Cet étudiant de Polytechnique ne prépare pas un prototype, mais un chat romain pour des enfants. Pendant plusieurs mois, Mathieu va vivre au cœur d'un quartier populaire. Objectif, jouer le rôle de grand frère. Là, on va dans la cité Champagne. Donc c'est une cité qui est par rapport à la dalle, parce qu'ils appellent la dalle sur Argenteuil, est quand même bien à l'écart. Et niveau transport, voilà, ils sont loin de la gare, déjà, ça pose problème. Et à partir d'une certaine heure, passé 9 h, il n'y a plus de bus. La mobilité, c'est le problème des habitants de la cité Champagne. C'est pour cela que Mathieu et les éducateurs de l'association Valdoco vont à leur rencontre. Aujourd'hui, la pluie et le froid en a découragé plus d'un. Seul un petit groupe pratique les activités. Cette expérience et ces échanges marqueront la carrière des étudiants polytechniciens. Ça me donne aussi l'envie de plus tard de pourquoi pas intégrer un peu plus les jeunes des cités dans les entreprises. Parce que c'est vrai qu'ils ont un gros problème, même ils ont beau avoir des CV remplis, avoir fait des BTS, des IUT, ils ont quand même beaucoup de mal à trouver du travail, ça c'est pas normal. Donc nous, voilà, on aura un statut d'ingénieur en sortant de Polytechnique, donc peut-être qu'on pourra faire avancer un peu plus les choses en ayant vu ça. Ces rencontres avec les étudiants de Polytechnique sont déterminantes dans le parcours de ces jeunes. Même si au début on a l'image cliché polytechnicien, ils apprennent vite à nous connaître. Après ils étudient un peu notre parcours qu'on a fait, ils nous questionnent. Et c'est vrai que des fois ça donne certains la motivation pour reprendre les études. Susciter des vocations, l'une des missions de Mathieu. Chaque jour, il anime le soutien scolaire auprès des lycéens ou collégiens. Comment vas-tu? Ça va Ali? Tu viens pour nous aider ou quoi? Ouais. Je vais embêter quelqu'un. Ces moments privilégiés permettent à Mathieu de discuter des problèmes scolaires et de leur orientation. Moi je viens de t'arrêter l'école, mais alors propose-moi ce que tu fais après. Si tu arrêtes l'école, qu'est-ce que tu fais? La cité Champagne est aux portes de Paris, seulement 13 km et tant de disparités. Ces futurs ingénieurs seront-ils la passerelle pour y accéder? Madame la ministre, on participe directement à ce fameux désenclavement des quartiers difficiles au sein de la ville. C'est la rencontre déjà des gens différents. Des gens très différents, mais vous voyez, dans ce reportage, on montre aussi des jeunes formidables, quoi, qui ont envie de servir, de se mettre à la disposition d'autres qui sont en situation plus difficile. J'imagine pour que ce jeune polytechnicien, c'est pas si évident d'aller sur la dalle d'Argenteuil, il pourrait faire autre chose. Et en retour, les autres se rendent compte qu'ils ne sont pas si éloignés de l'élite.
la fameuse oui, il a dit, excellence française. le jeune polytechnicien, vous voyez, il n'y a plus de transport après 9 heures. C'est vrai que c'est une vraie difficulté. Comment voulez-vous il faut absolument que nous arrivions dans notre politique de la ville à faire en sorte que les transports soient ouverts toute la nuit. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Surtout maintenant où dans le cadre du parcours professionnel, où tout va devenir beaucoup plus souple, où il faut s'adapter. À partir du moment où vous n'avez plus de transport en commun, les jeunes, les moins jeunes, ne peuvent pas accepter certains métiers et certains emplois. C'est un vrai problème. Ça, on n'incriminera plus les banlieusards de venir à Paris en voiture. Oui, hein, ça, bien sûr. On se fait tous taper sur les doigts, mais parce qu'il n'y a pas assez de. Et ça, c'est pas très compliqué, en fait. Ce n'est pas très compliqué à faire. Voilà. Alors, en quelques mots, c'est difficile de dire en quelques mots, voilà, votre chantier le plus brûlant, le plus immédiat pour justement cette politique du centre-ville, de la revitalisation de la ville. Alors, ce que je pense, c'est qu'il faut... Vous savez, on a fait une grande politique de rénovation urbaine qu'il convient de poursuivre, qui va permettre de désenclaver les quartiers, donner des conditions de vie un peu plus sécurisées. Mais tout cet effort qui a été fait dans la restructuration de l'urbain, qui se trouve surtout en périphérie, moi, je me rends compte qu'en centre-ville, il y a énormément d'habitat indigne. Et du reste, il y a beaucoup de personnes, même des personnes qui sont issues de l'immigration, qui sont exploitées par des marchands de sommeil, qui habitent dans les centres-villes, derrière de belles façades. On en a des exemples à Paris, malheureusement, des hôtels qui sont absolument dans un état épouvantable. Il faut que nous ayons un plan de rénovation du centre ancien qui soit important, à la même mesure que ce qui se fait à l'extérieur. De façon à ce que l'ensemble de la population, qu'elle soit à l'extérieur ou au centre-ville, sente qu'elle est considérée de la même façon. Vous savez, le centre-ville, c'est aussi, et je pense que M. Rochefort le confirmera, en tous les cas, de ce que j'ai pu lire et tous les travaux que j'ai pu faire, habiter le centre-ville, c'est être reconnu dans la ville. Il faut que absolument tout le monde ait l'impression que tous les territoires le sont ouverts. Alors justement, un des autres aspects de cette revitalisation, c'est de remettre des commerces là où il n'y en avait plus, là où il n'y en avait peut-être jamais eu. Alors, Monsieur Rochefort, je sais que vous ne pouvez pas en parler, vous êtes en train de plancher dessus. Néanmoins, vous avez été missionné par Madame le Ministre pour réinsuffler ce moyen commerce, pour imaginer des outils efficaces. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme ça, des grandes lignes peut-être qui ont enclenché cette réflexion chez vous? Écoutez, déjà la première idée, c'est que on a, d'abord depuis une dizaine d'années, les mentalités ont quand même changé. Ça fait une dizaine d'années que, par exemple, pratiquement tous les maires se préoccupent de savoir comment maintenir leur commerce en centre-ville. Mais il y a deux idées fortes. La première idée, c'est que malgré tout, du point de vue non pas des maires, mais du point de vue des techniciens, on est encore, mais je pense qu'on va en sortir petit à petit, dans un cloisonnement mental qui est considérable. C'est-à-dire, les urbanistes et les architectes ne comprennent pas que le commerce est une activité économique, c'est-à-dire que ça doit gagner sa vie. Et à l'inverse, les gens qui font dans le commerce considèrent que finalement, ce qui compte simplement, c'est d'acheter et de vendre, et que le reste, la construction de la ville, à la limite, c'est pas leur problème. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il est fondamental de les faire travailler les uns avec les autres. Deuxième idée, vous savez, je crois que la ville de demain, de toute façon, c'est une ville où il ne s'agit pas de faire des ghettos, y compris en centre-ville. C'est-à-dire que c'est une ville qui est une ville multipolaire. L'idéal demain, c'est qu'on puisse aller dans les quartiers, les uns les autres, que certains quartiers soient attractifs. Moi, par exemple, vous savez, les quartiers fragiles, parfois, ils sont des quartiers où il y a des marchés de rue qui sont des marchés ethniques extraordinairement attractifs. On va le fourrer, par exemple. Ça ne veut pas dire non plus on peut venir de plusieurs centaines de kilomètres. C'est laisser leur âme au quartier également. Vous savez, et alors, simplement, sur le commerce, l'idée fondamentale, c'est, je crois, il ne faut pas mettre le commerce comme une espèce en voie de disparition sous cloche, que l'on va assister comme si c'était, voilà. Il faut croire, au contraire, à son potentiel de développement. Il faut avoir une vision ambitieuse. Il faut dire, on va développer le commerce, non pas on va préserver le commerce. Françoise Gris, on arrive à la fin de cette émission. Nous laisserons bien sûr le mot de conclusion à Madame Boutin. Mais est-ce que l'avenir aussi, c'est de considérer désormais le monde de l'entreprise comme un véritable partenaire maintenant de l'action sociale, notamment en faveur du développement des villes? Ça me paraît absolument évident. La culture française a voulu séparer le public du privé. Eh bien non. Alors, je crois qu'il y a l'entreprise est au cœur de la vie et il me paraît évident qu'à ce titre, son engagement dans toutes les causes de la société doit être évidente. Je dirais d'autant plus que nous partons vers un monde où les compétences vont être rares.
Et tous ces gens et toutes ces personnes qui aujourd'hui sont exclues, tous ces jeunes dans les banlieues qui n'ont pas accès à l'emploi, l'économie française va en avoir besoin dans les prochaines années. Les entreprises vont en avoir besoin. Donc si on n'avait pas seulement une idée de la responsabilité sociétale, pardonnez-moi, on aurait de toute manière une nécessité économique à faire se rejoindre ces deux mondes. Et je crois beaucoup à cet élément extérieur pour rapprocher ces deux mondes. Je pense que l'entreprise doit faire aussi un travail sur elle-même, parce qu'on parlait des filtres et des barrières. Je crois qu'il y en a beaucoup dans l'entreprise. L'entreprise recrute par rapport à des modèles préétablis. Il faut sans doute les modifier pour accepter l'autre différemment. Vous l'évoquiez, Madame la Ministre. Changer les modèles de recrutement. Et je pense qu'on a un avenir de progrès devant nous sur ces bases-là. Alors, Madame le Ministre, votre réaction à ce qui vient d'être dit, peut-être même pendant toute cette heure? Je pense que la ville, l'enjeu est très important. C'est vraiment, d'abord 80% de la population française vit en ville. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, Madame. En fait, avec joie, je vois que le monde économique a compris qu'il y avait dans ces quartiers fragiles un dynamisme qui était beaucoup plus actif que peut-être dans d'autres quartiers. Et ça, c'est un signe d'espérance. Les décloisonnements, il faut que nous fassions tomber toutes les frontières qui sont dans nos têtes, et elles sont malheureusement très nombreuses. Moi, je crois dans l'homme, je crois dans son dynamisme. Nous sommes dans un 21e siècle qui démarre, qui va être formidable, qui va tout bousculer. Toutes les nouvelles technologies en particulier vont faire bouger tous nos repères. Elles vont rapprocher les gens ou les écarts, ou les isoler? Parfois, c'est ce qu'on se pose comme question. Comme dans tout, il y a le noir et le blanc, il y a le bien et le mal. C'est à nous, et justement, c'est dans notre liberté de faire fructifier et développer le bien plutôt que développer le mal. Donc moi je suis pleine d'espérance, je trouve que c'est un siècle formidable qui va être devant nous. Les jeunes vont sans doute avoir des difficultés que nous n'avons pas connues, mais ils vont prendre ce monde à bras le corps. La mondialisation, d'ailleurs, on le voit bien. La mondialisation est là, elle est inéluctable, et je voudrais vous dire que moi je trouve dommage que l'on ne considère pas ces quartiers fragiles où il y a une multiplicité culturelle comme une chance pour gagner du temps par rapport à la mondialisation. Car dans ces quartiers fragiles, en fait, nous avons des petites mondialisations qui existent, et nous avons la chance de les avoir en France. Alors considérons-les comme une chance, regardons ce qu'ils peuvent nous apporter pour gagner du temps par rapport à la mondialisation qui est inéluctable. Et voilà, il faut gagner du temps. Le temps, c'est aujourd'hui ce que nous avons de plus précieux après l'homme qui doit se remettre en cause et avancer. Moi, je crois vraiment, acceptons l'autre tel qu'il est, ne voyons pas en lui un ennemi, quel qu'il soit, mais au contraire comme une chance. L'écoute et la confiance, encore toujours ces notions qui reviennent. Voilà. Merci beaucoup, Madame le Ministre. Merci beaucoup. Madame Gris, merci, Monsieur Rochefort, merci beaucoup. Je cite votre livre, Le bon consommateur et le mauvais citoyen. Une mine d'informations sur exactement ce qu'il ne faut pas faire, et déjà changer un peu son comportement et sa conscience. On va y arriver, voilà, on y croit vraiment très fort. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de journée sur Direct 8, à la prochaine fois. Ciao.